Ferrari est l'une des marques automobiles les plus prestigieuses et légendaires au niveau mondial, avec une valeur estimée à environ 85 milliards de dollars, ce qui en fait une marque véritablement riche et influente. Mais derrière ses lignes de design épurées et sa vitesse phénoménale qui coupe le souffle de tout amateur de vitesse, se cache l'histoire d'une personne née à une époque inhabituelle et difficile, loin de luxe et de confort. Le fondateur de l'entreprise était un garçon élevé dans une famille de forgerons, une personne sans formation particulière ni connexion professionnelle, rejeté un jour lorsqu'il a tenté d'obtenir un emploi dans une usine automobile. Dans ses premières années, il a connu de nombreux événements tragiques. Il a perdu son père et son frère, et alors qu'il disposait à peine d'argent ou de contacts, il a failli se retrouver à la rue, s'efforçant de ne pas abandonner son rêve de devenir pilote de course. Qui aurait pu penser que sa ténacité et sa passion pour la discipline mèneraient non seulement à la création de l'équipe la plus forte du monde de la moto, mais aussi à celle d'un des fabricants d'automobiles les plus inhabituels et respectés de l'histoire. Cette histoire étonnante, pleine d'épreuves, parle d'un homme nommé Enzo Ferrari et de la manière dont, sur cette base, a émergé une marque légendaire forgée par son propre travail et sa passion, pour devenir un symbole de vitesse et de luxe, la marque Ferrari. Le nom même d'Enzo Ferrari est gravé dans l'histoire comme un signe d'excellence, d'audace et de quête de perfection. Il est né en 1898 dans la vieille ville de Modène, située dans le nord de l'Italie. À cette époque, le pays traversait une période difficile, plongé dans une grande instabilité économique qui touchait même les classes les plus populaires. Cependant, son père a réussi à réussir dans le métier artisanal. Il dirigeait une petite mais prospère entreprise de forge, ce qui permettait à la famille de vivre relativement confortablement. Dès ses premières années, Enzo comprenait que son chemin ne passerait pas par la forge. Il ressentait une attraction pour quelque chose de plus grand, la vitesse, la technique, le mouvement. La famille Ferrari possédait un petit objet précieux pour l'époque, une vieille voiture vintage, qui devint l'une des premières sources de son intérêt pour les machines. Ce petit « Côte 12 », comme on l'appelait dans la famille, a allumé chez le jeune Enzo une passion pour l'automobile, qu'il a liée à ce domaine pour toujours. Sa passion s'est renforcée encore davantage lorsque, à 10 ans, son père l'a emmené, lui et son frère Dino, pour leur premier rallye automobile, la course de 1908 à Ciracito d'Alona. À l'époque, les voitures en Europe étaient rares, et les courses représentaient un spectacle dangereux et risqué. Les circuits étaient poussiéreux, les routes endommagées, souvent sans barrière ou protection. La sécurité des conducteurs était presque ignorée, et les accidents mortels étaient fréquents. Malgré ce danger, le jeune Enzo a tout de suite compris. C'est cela qu'il voulait faire dans la vie. Rêvant de devenir pilote, il se voyait comme celui qui contrôle des voitures au bord de la limite, ne laissant derrière lui que poussière et impression. Cependant, ses espoirs furent brusquement mis à mal lorsque, en avril 1915, la Première Guerre mondiale éclata et l'Italie entra dans un conflit sanglant. À seulement 16 ans, Enzo rejoignit l'armée, et pour aider sa famille, il travailla dans la forge où son père fabriquait des armes et des outils. La dure réalité de la guerre capta toutefois son attention. Peu de temps après, son père contracta une pneumonie et mourut quelques jours plus tard, en 1916, laissant un vide immense dans la vie de la famille. Peu après, son frère Dino mourut également d'une maladie contractée pendant son service au front. Ainsi, à seulement 18 ans, Enzo se retrouva complètement privé de confort, de sécurité et de soutien familial. Il se retrouva sans emploi, sans argent et sans relations, ne survivant que grâce à des petits travaux occasionnels. En 1917, il fut appelé dans l'armée italienne et envoyé au front, où il accomplissait un travail peu banal, entraîner des attelages de muscles, souvent dans des conditions de froid extrême et d'hiver rigoureux. Avant même d'avoir pu se remettre de ses premières épreuves, il tomba gravement malade, victime de la grippe aviaire, dont l'épidémie faisait rage à cette époque en tuant des millions de personnes. Grâce à une hospitalisation rapide, il évita le pire et put échapper aux conséquences mortelles de cette maladie terrible. Après la guerre, la vie devint à nouveau un rude défi pour Enzo. Il retourna chez lui, au bas de l'échelle sociale, sans ressources, sans soutien, avec des blessures profondes de deuil et de perte. Mais, malgré toutes ces difficultés, sa flamme intérieure ne s'éteignit pas,
Et c'est cette force qui lui permit de surmonter tous les obstacles. Il décida de se relever et de poursuivre son rêve de vitesse et de maîtrise. Son désir de devenir pilote était si fort qu'il partit pour Turin, le centre de l'industrie automobile en Italie, une ville où toute la puissance de la mécanique se rassemblait, où se mêlaient artisans, ingénieurs et passionnés d'automobile. Son seul objectif était de devenir pilote professionnel, un homme qui contrôle des voitures de course, laissant derrière lui seulement le grondement des moteurs et l'enthousiasme des spectateurs. Ainsi commença son parcours, celui d'un homme prêt à prendre des risques pour réaliser son rêve. Et c'est cette détermination qui le rendit plus tard célèbre. Lorsqu'Enzo arriva enfin à Turin, il avait avec lui une lettre de recommandation de l'armée, censée l'aider à décrocher un emploi. Son parcours débuta par une demande dans l'une des plus grandes entreprises automobiles d'Italie, Fiat. Il espérait qu'avec cette lettre et ses efforts, il pourrait obtenir une place dans leur équipe. Mais il se heurta à un refus, ce qui représenta pour Enzo un choc douloureux. Ne disposant pas de grandes économies ni de confiance en lui, il dut continuer sa recherche, en changeant d'emploi à plusieurs reprises, jusqu'à ce qu'il trouve finalement un poste dans un petit centre auto. L'activité principale de cet atelier consistait à transformer des camions militaires en véhicules de transport de passagers. Au fur et à mesure qu'il travaillait avec des pièces mécaniques et des assemblages, il commença à approfondir ses connaissances techniques sur les voitures. Mais au fond, il sentait que cela ne lui suffisait pas. Il ne trouvait ni véritable satisfaction, ni inspiration. Heureusement, sa vie changea bientôt avec l'arrivée d'une personne capable de transformer complètement son destin. Il s'agissait d'Ugo Chivocci, un ancien cycliste qui rêvait déjà à l'époque de faire une transition vers l'industrie automobile. Cet homme devint son ami fidèle et son mentor, lui ouvrant de nouveaux horizons. C'est lui qui présenta Enzo à l'un des nouveaux constructeurs automobiles, une entreprise née à Milan, appelée CMN. Peu après, Enzo reçut une offre d'emploi. Il devint pilote d'essai et coursier pour cette société. Bien que CMN fût une petite entreprise, ils avaient créé ce qui deviendrait plus tard un aspect clé de la marque prestigieuse Ferrari, des voitures de course sportives. Cette étape fut importante pour Enzo, car il commença à acquérir de l'expérience dans le sport automobile et à bâtir sa réputation. Passant plusieurs mois parmi des ingénieurs et des concepteurs, il économisait soigneusement chaque petite somme dans l'espoir un jour d'acheter sa propre voiture. Enfin, en 1919, à l'âge de 21 ans, il devint propriétaire de sa première voiture de course, une CMN modèle 1520. Cette étape ouvrit de nouvelles possibilités devant lui, et il prit résolument le départ d'une course à Parme, sur le circuit appelé Piego de Burquette. Là, il affronta les meilleurs pilotes d'Italie, au volant de marques renommées telles que Fiat, Opel, Bugatti et Alfa Romeo. Malgré le fait que sa voiture était un modèle désuet, Enzo réussit à se classer 4e dans la catégorie des 3 litres et 11e au classement général. Ce résultat l'encouragea à poursuivre et il décida peu après de participer à l'une des courses les plus populaires et aussi les plus dangereuses d'Italie, le Targa Florio. Malheureusement, en raison du mauvais temps, des pluies et des chutes de neige durant la course, son véhicule eut de nombreuses défaillances mécaniques. Le résultat de cette lutte difficile fut une dernière place malheureuse, ce qui fut une source de déception pour Enzo. Attristé, il décida de remplacer sa vieille voiture par une machine plus puissante. Il acheta une voiture de l'année 1913, de marque Isotta Fraschini. L'année suivante, il retourna dans les garages de Parme, où il obtint de bons résultats, en se classant 2e dans la catégorie des 7 litres et 3e au classement général. Ses performances améliorèrent considérablement sa réputation parmi les amateurs de course, faisant de lui un jeune pilote reconnu et respecté. Cependant, le principal obstacle sur son chemin restait l'absence du capital nécessaire, car le sport automobile était depuis longtemps une exclusivité de riches, capables de se permettre des voitures à la fois modernes, avancées et coûteuses. Ce n'est qu'en augmentant sa notoriété et ses succès qu'il put espérer de nouvelles opportunités. De plus en plus populaire parmi les amateurs de course automobile, Enzo s'adressa aux spécialistes de l'entreprise Alfa Romeo
avec une proposition d'achat de leur modèle le plus récent et le plus rapide, l'Alfa Romeo G1. Cependant, sa commande fut retardée pour diverses raisons, et finalement, il ne reçut pas la voiture souhaitée à cause de problèmes survenus lors de la fabrication du modèle. À la place, on lui proposa une autre solution qui allait radicalement changer sa vie. En 1919, la société Alfa Romeo lui fit une offre unique et très précieuse, une place dans leur équipe de course prestigieuse. Cette proposition représenta pour Enzo une opportunité exceptionnelle qu'il accepta avec enthousiasme. Quasiment instantanément, il passa du statut de pilote inconnu à celui de compétiteur au niveau des légendaires pilotes de l'époque, tels qu'Antonio Ascari et Juppé Cari. Son premier départ sous les couleurs d'Alfa Romeo eut lieu lors du Grand Prix de Targa Florio en 1920, où il réussit à obtenir la seconde place, montrant pour la première fois ses capacités. Sa véritable victoire l'attendait cependant un peu plus tard. 3 ans plus tard, en 1923, il remporta sa première victoire sur le célèbre circuit de Sarno. C'est là qu'il rencontra pour la première fois une personne qui allait jouer un rôle important dans sa destinée, la comtesse Palmira Baracca, mère du fameux héros de l'aviation italien, Francesco Baracca, devenu célèbre durant la guerre. Cette femme lui donna alors un précieux conseil. Utilisez l'emblème, un chevalier en course, représenté sur l'avion du héros, symbole de chance et de succès. Inspiré par ce conseil et par son soutien, Enzo progressa avec de plus en plus d'assurance sur le chemin qui le mènerait vers de grands exploits et de remarquables victoires dans le monde de la course automobile. Enzo accepta avec gratitude sa proposition, mais ne se hâta pas d'adopter immédiatement le symbole légendaire, l'emblème du cheval en course, qui devint plus tard une partie intégrante de la marque Ferrari elle-même. Il décida d'attendre et de ne pas précipiter les choses, car il prévoyait de créer sa propre équipe de pilotes seulement plusieurs années plus tard. Par la suite, ce symbole emblématique, représentant un cheval en liberté, est devenu l'incarnation non seulement de l'équipe elle-même, mais aussi de toute la marque Ferrari, synonyme de passion, de vitesse et de maîtrise parfaite. À l'époque où Enzo participait aux courses pour Alfa Romeo, il réussit à convaincre l'équipe d'intégrer parmi ses membres son ami de longue date, Ugo Sivocci, pilote talentueux et réussi, ce qui renforça considérablement l'équipe et augmenta sa compétitivité. Cet acte s'avéra extrêmement bénéfique pour toute l'organisation. Enzo Sivocci a rapidement acquis une réputation grâce à de nombreuses victoires, parmi lesquelles se distingue particulièrement le triomphe lors de la prestigieuse course Targa Florio en 1923. Mais cette époque heureuse a rapidement pris fin. Seulement 4 mois après cette victoire éclatante, Sivocci a tragiquement péri lors d'un test d'un prototype de voiture Alfa Romeo, le modèle P1. Sa mort a été un choc profond pour Enzo, laissant une marque indélébile dans son âme. Cette tragédie l'a fait sérieusement envisager, à un certain moment, de mettre fin à sa carrière de pilote, car la perte d'un ami et collègue si proche était trop douloureuse à supporter. Les revers et les pertes ont continué de s'accumuler. En 1925, un autre pilote talentueux, le principal pilote d'Alfa Romeo, Antonio Ascari, est décédé dans un accident lors du Grand Prix de France, ce qui a encore accentué ses tourments intérieurs et son stress. Malgré ces lourdes pertes, Enzo a poursuivi sa participation aux courses dans les années suivantes, mais peu à peu, son intérêt s'est déplacé du terroir sportif à l'organisation et au développement du sport automobile. À cette époque, il gérait déjà habilement plusieurs concessionnaires Alfa Romeo en Italie, remportant un succès notable dans le domaine des affaires. En 1923, il a épousé une jeune femme nommée Laura Domenico Gelo, ce qui a apporté un bonheur personnel et de nouvelles responsabilités dans sa vie. Soucieux de sa famille et en quête de stabilité, Enzo a commencé à réduire ses apparitions en course, privilégiant les tâches organisationnelles et managériales, ainsi que le développement du sport automobile. Par la suite, il s'est concentré sur la direction de la division Racing d'Alfa Romeo, mettant beaucoup d'efforts pour faire monter l'équipe à un niveau supérieur. Sa stratégie et son approche professionnelle se sont révélées très fructueuses. Il a su attirer à ses côtés des ingénieurs talentueux tels que Luigi Bacci et Vittorio Jano,
grâce à qui la légendaire Alfa Romeo P2 a été conçue. Cette voiture est devenue une véritable révolution dans le monde des courses. Elle a dominé les compétitions de 1925 à 1930, remportant pas moins de 14 victoires en Grand Prix et atteignant des vitesses supérieures à 120 miles par heure. Ces exploits ont permis à Alfa Romeo de rivaliser d'autorité avec des marques prestigieuses comme Bugatti, consolidant sa position parmi les leaders du Grand Prix tout au long des années 20 et 21 du XXe siècle. Mais malheureusement, la situation financière de nombreux constructeurs automobiles a commencé à se détériorer et ils ont peu à peu cessé de participer aux courses. En conséquence, plusieurs entreprises ont commencé à retirer leurs fonds des projets sportifs, ce qui a suscité le mécontentement des managers et des pilotes professionnels. Certains athlètes, déçus par la situation, ont commencé à créer leurs propres équipes, achetant eux-mêmes des voitures et concourant en parallèle avec les grands constructeurs. Ces initiatives ont été nommées Quote 13 et ont rapidement connu un grand succès en Italie, devenant une nouvelle tendance parmi les amateurs d'automobiles et les pilotes professionnels. Cependant, ces petites équipes ont rencontré d'importants problèmes. Dans de nombreux cas, les responsables des scuderies étaient des personnes dépourvues des compétences organisationnelles nécessaires et de l'expérience pratique dans l'industrie automobile. Cela a entraîné de nombreux malentendus et une organisation souvent négligée, affectant les résultats des courses et le statut général sur la piste. En Enzo, c'était une sorte d'opportunité en or. Il comprenait parfaitement qu'il lui fallait une équipe solide, soudée et professionnelle, capable de remporter des victoires et de performer avec succès sur les circuits de course. Il a donc pris la ferme décision de créer sa propre équipe de course cohérente et ciblée. Ainsi est née l'idée, une équipe appelée Quote 14. En 1929, à l'âge de 32 ans, Enzo s'est associé à un groupe de passionnés d'automobiles fortunés, partageant sa passion pour la course automobile. Et ensemble, ils ont fondé l'équipe Quote 15 dans la ville de Modène, un centre italien modeste mais important. Le symbole de l'équipe a été choisi pour représenter une célèbre emblème, l'image d'un cheval cabré, offert par la comtesse Baracca. Ce symbole est devenu au fil du temps une partie indissociable de la marque, un symbole de style et d'esprit de victoire. Bien que l'équipe Quote 16 fonctionne comme un groupe indépendant et autonome, en réalité, elle constituait une section officieuse et alternative du département de course d'Alfa Romeo. Doté d'un bon sens commercial, Enzo a négocié avec la direction d'Alfa Romeo des conditions avantageuses pour l'achat de voitures à des prix de gros. En échange, il a promis que toutes les pertes possibles liées à l'équipe Quote 17 seraient à sa charge, tandis que toutes les victoires et réalisations impacteraient positivement la réputation et le prestige d'Alfa Romeo elle-même. Ce type de partenariat a permis à Enzo de développer son équipe à moindre coût et avec un maximum de bénéfices pour les deux parties. Cette étape lui a permis de poser les bases d'un succès futur, ainsi que de constituer une équipe qui allait bientôt se faire connaître comme l'une des plus fortes et célèbres dans le monde de la compétition automobile. À l'origine, le but de la société, plus tard connue sous le nom de Scuderia Ferrari, était d'offrir aux passionnés de courses automobiles italiens aisés la possibilité de participer à des compétitions nationales. Ces courses devenaient non seulement un événement sportif marquant, mais aussi une plateforme importante pour démontrer le talent, la technique et la vitesse. Cependant, malgré ses bonnes intentions, le fondateur de ce projet, Enzo Ferrari, avait depuis le départ ses propres plans, bien différents de l'idée initiale. Il rêvait de transformer son équipe en l'une des meilleures et des plus reconnues au monde dans le championnat automobile, de faire d'elle le fleuron du sport automobile italien, se distinguant non seulement par la vitesse, mais aussi par le prestige sur la scène internationale. Pour atteindre son objectif ambitieux, Enzo comprenait qu'il lui faudrait non seulement du talent, mais aussi un soutien financier conséquent, ainsi que des ressources techniques. Il commença à élaborer des schémas de financement innovants, concluant des accords de partenariat avantageux avec les principaux constructeurs automobiles italiens et fournisseurs. Parmi eux se trouvait la société Pirelli, qui fournissait les pneus, la firme Shell, assurant l'alimentation en carburant et lubrifiant, et Bosch,
fournissant des bougies d'allumage de haute qualité. En échange de leur aide, ces entreprises obtenaient la possibilité de promouvoir leur marque sur les circuits de course. Leur logo ornait les voitures et leur publicité accompagnait chaque compétition. Bien que l'utilisation de contrats de sponsoring dans le sport automobile ne fût pas encore une pratique courante à cette époque, c'est par ces démarches qu'Enzo posa les fondations d'un mode de collaboration qui est aujourd'hui considéré comme l'un des éléments clés de toute course professionnelle. Il joua un rôle important dans la popularisation et le renforcement de cette méthode, en faisant une composante essentielle des stratégies en sport automobile. Parallèlement, pour renforcer son équipe, Enzo commença à faire appel aux meilleurs pilotes italiens, voire internationaux, pour participer aux courses. Parmi ses protégés figuraient des personnalités telles que Jeppe Carri, l'un des pilotes les plus talentueux de son époque, et Tadzio Nuvolari, le futur pilote légendaire avec une riche histoire de victoires et de records. En constituant une équipe composée de mécaniciens expérimentés et de pilotes talentueux, il espérait obtenir des succès notables lors des compétitions à venir. Dès sa première saison, celle qu'il baptisa Scuderia Ferrari, l'équipe parvint à obtenir des résultats véritablement impressionnants. Sur 12 ou 22 courses disputées, elle remportait 9 victoires. Ce fut une véritable percée et le début d'une série de succès consolidant la réputation de Ferrari comme un concurrent sérieux sur la piste. Peu à peu, l'équipe se renforça, triompha dans des compétitions aussi prestigieuses que Targa Florio, Mitter et de nombreux grands prix organisés en Europe au début des années 30. Avec l'expansion de ses activités, la Scuderia Ferrari devint rapidement l'une des plus grandes et des plus performantes équipes sur la scène automobile européenne. Et cette réussite ne se limitait pas au nombre de victoires, mais incluait aussi le prestige qu'elle parvenait à conquérir. Toute cette ascension semblait avoir été anticipée par des événements qui marquèrent le début d'une nouvelle étape dans la vie d'Enzo. En janvier 1932, le destin lui sourit à nouveau. Ce jour-là, son premier enfant vit le jour, un garçon qu'il nomma Alfredo Dino Ferrari. Ce moment marquant marqua pour Enzo la fin de sa carrière en tant que pilote. Il s'est entièrement concentré sur la gestion de l'équipe, investissant ses efforts dans le développement de son entreprise, ce qui semblait donner ses résultats. Cependant, les conflits internes ont commencé à s'aggraver. À l'horizon, apparaissait un problème avec l'entreprise Alfa Romeo, qui connaissait à cette époque de graves difficultés financières. En conséquence, la direction allouait de moins en moins de ressources pour soutenir l'équipe Ferrari. Bientôt, des obstacles plus importants se sont dressés. Des concurrents puissants tels que Mercedes et Auto Union, des constructeurs allemands bénéficiant d'un solide financement provenant des investissements du gouvernement nazi, ont commencé à dominer les grands prix, dépassant largement les Italiens. Malgré tous ces efforts, les résultats de la Scuderia Ferrari se sont peu à peu détériorés. De nombreux pilotes de premier plan, qui avaient auparavant couru pour Enzo, ont rejoint des équipes plus riches et mieux équipées, espérant obtenir un meilleur soutien financier et technique. La situation ne faisant qu'empirer, en 1937, l'équipe a été contrainte de se vendre. Elle a été rachetée par Alfa Romeo, qui a décidé d'adopter une nouvelle stratégie et de transférer ses activités de Modène à Milan. Un nouveau projet, appelé Alfa Course, a été lancé dans le but de tenter de concurrencer les géants allemands et de redonner à l'Italie sa place dans l'élite du sport automobile. Enzo Ferrari a été nommé à la tête de cette nouvelle formation, mais ses idées sont entrées en conflit avec une forte concurrence et une disparité de ressources. Les ingénieurs et fabricants allemands disposaient de moyens beaucoup plus vastes en matière de technologie et de développement de nouvelles voitures, ce qui rendait la lutte extrêmement difficile pour Ferrari. Finalement, après 2 années de luttes internes et de désaccords constants, Enzo a été licencié. La raison en était les divergences sur la stratégie de développement de l'équipe, ainsi que sa récente déception quant aux investissements et efforts déployés. Son départ a été pour le passionné de course un coup douloureux. Il s'est senti trahi, ayant consacré 20 ans de fidélité et de travail chez Alfa Romeo, en mettant tout son cœur et son talent dans l'équipe. De plus, après son départ, il lui a été interdit d'utiliser son propre nom sur les voitures et dans les équipes pendant 4 ans, ce qui a gravement porté atteinte à ses ambitions et à sa renommée. Malgré toutes ces difficultés et la perte de son activité habituelle,
Enzo comprenait parfaitement que ses réalisations étaient plus importantes qu'il n'y semblait au premier abord. Au cours de l'histoire de la Scuderia Ferrari, l'équipe a remporté 144 victoires en 225 courses disputées, et après la séparation, il a reçu plus d'1 million de lire en récompense. Cet argent est devenu pour lui une source d'espoir et de force pour la suite. Il a décidé de réaliser son rêve de longue date en fondant, en 1939, sa propre entreprise de fabrication automobile. Peu de gens auraient pu prévoir que cette nouvelle étape de sa carrière serait déterminante et le mènerait à des sommets totalement différents. Sorti du giron d'Alfa Romeo, Enzo fonda sa propre entreprise à Modène, qu'il nomma Auto Avio Castelfranchi. Il attira immédiatement des ingénieurs et des concepteurs talentueux afin de créer sa propre voiture de course, alliant vitesse inégalée et élégance raffinée. C'est justement à cette époque, lors de sa fondation, qu'entama un nouveau chapitre, encore plus ambitieux, dans la longue et riche histoire de la vie d'Enzo Ferrari, qui allait devoir prouver au monde entier que son rêve pouvait devenir réalité. Finalement, naquit la célèbre voiture portant la désignation modèle 175, ou, selon la classification traditionnelle, modèle 115. Deux de ces voitures furent pour la première fois présentées au public lors de l'événement le plus prestigieux du monde de la course automobile, le Grand Prix de Brescia, qui eut lieu en 1940. C'est à ce moment que la voiture fit sensation, menant la course avec assurance et établissant des records de vitesse dans sa catégorie. Elle démontrait une puissance exceptionnelle, capable de parcourir les tracés les plus difficiles, plus rapidement et plus longtemps que tous leurs adversaires. Parmi les participants, elle se distinguait particulièrement. L'attention des spectateurs et des spécialistes était entièrement concentrée sur ces deux véhicules, car ils incarnaient une nouvelle étape dans le développement de l'ingénierie et donnaient l'impression d'une véritable révolution dans le monde des voitures de sport. Mais, malgré leur performance impressionnante, le destin en décida autrement. Aucun de ces bolides rapides ne parvint à franchir la ligne d'arrivée. Des pannes techniques, des défaillances soudaines et des dysfonctionnements imprévus empêchèrent les deux voitures d'achever la course, et seules leurs images lumineuses restèrent comme un témoignage victorieusement affiché des tendances et ambitions de l'époque. De manière étonnante, il s'agissait du premier, puis du seul dans toute l'histoire de la course automobile, départ organisé sous l'égide d'Auto Avio. Peu après ces événements, dans un contexte où, à mesure que la guerre s'intensifiait et que les conflits mondiaux s'étendaient, l'Italie, en alliance avec l'Allemagne nazie, concentrait tous ses efforts sur la lutte armée contre les puissances alliées occidentales. Le développement des véhicules commerciaux et sportifs passa au second plan. La production de voitures particulières et la participation aux compétitions cessèrent d'être des priorités pour la politique nationale, cédant la place au matériel militaire et à l'industrie de défense. Dans ce contexte, face aux exigences croissantes des forces armées, Mussolini et son gouvernement sollicitèrent Enzo Ferrari pour l'aider dans la fourniture de matériel militaire et d'équipements afin de renforcer le front défensif. En échange, Ferrari, qui était non seulement un ingénieur et un homme d'affaires talentueux, mais aussi une personne jouissant d'une solide réputation, accepta de collaborer sur l'initiative du dictateur. Il déplaça son principal atelier de Modène à Marione, une petite ville mais un centre industriel stratégiquement important. Là, il clandestinement mettait en place la production d'équipements militaires et de dispositifs presque entièrement conformes aux standards les plus rapides et modernes établis par le gouvernement le plus autorisé de l'Allemagne nazie. Un fait important, depuis le 30 avril 1934, c'est-à-dire depuis ses débuts en politique, Ferrari était membre du parti en pleine expansion à cette époque et participait activement aux rassemblements et défilés publics, montrant ainsi sa fidélité au régime. Il apparaissait lors des parades en uniforme militaire complet pour témoigner de sa loyauté envers la société et les autorités. Cependant, derrière cette façade apparente se cachait une stratégie tout à fait pragmatique. En réalité, pour Ferrari, l'objectif principal était de maintenir son empire industriel dans le secteur automobile et de préserver son patrimoine personnel à tout prix. Sinon, son entreprise risquait d'être confisquée et il lui-même était menacé, par une répression de l'État ou, dans le pire des cas, par une élimination physique. Il est intéressant de noter que,
malgré sa loyauté affichée au régime, Ferrari conservait également un mystérieux réseau de contacts clandestins avec des groupes socialistes dans les régions du nord de l'Italie. Juin 18. Il semblait chercher à assurer sa sécurité tout en conservant la possibilité de changer de camp en cas de changement de situation. On peut considérer que son habileté à gérer ses affaires et sa stratégie d'équilibriste entre des forces opposées portaient leurs fruits, et il finissait par tirer des revenus importants tant des contrats militaires que de son entreprise. Et, en moins de 2 ans, après que l'industrie italienne eut subi de lourdes pertes dues aux bombardements alliés, 2 de ses usines ayant été détruites lors de raids aériens en 1944 et 1945, il se retrouva face à un dilemma complexe. Suite à la défaite de l'Allemagne et à la fin de la Seconde Guerre mondiale, Ferrari eut le choix entre une nouvelle vie ou une faillite totale de son entreprise. Il aurait pu se concentrer sur la reconstruction et le développement de la métallurgie, car la demande en machines-outils et en instruments était énorme, et le marché semblait prometteur. Cependant, il rejeta entièrement cette voie, abandonnant complètement l'idée d'étendre sa production dans le domaine des machines-outils. À la place, il décida de prendre un risque, de revenir entièrement à sa passion et à son rêve d'enfance, la course automobile. Il investit toutes ses forces dans la renaissance des compétitions sportives, en recrutant ses vieux amis et ingénieurs tels que Giuno Colombo et Luigi Bassi, pour concevoir ensemble une voiture sportive rapide et élégante. En résultera un projet unique, sa propre voiture nouvelle. Ce bijou devint la toute première voiture portant fièrement le nom de son créateur, Ferrari, et le modèle reçut la dénomination de 1250. La voiture se distinguait par ses lignes aiguës, sa haute aérodynamique et un moteur puissant de 1,5 litre, doté de 12 cylindres. La vitesse maximale de la nouvelle voiture atteignait à peine une 60e, environ 13 miles par heure, mais cela suffisait à la rendre visible et mémorable. En 1947, au tout début de son histoire, ce modèle fut présenté pour la première fois sur le circuit d'Italia, lors de courses prestigieuses où il put démontrer la supériorité sur les modèles concurrents de Maserati, BMW et même Alfa Romeo. Mais, malgré ses ambitions victorieuses et ses performances impressionnantes, une panne inattendue du moteur survint lors de la course. Il céda, obligeant la voiture à quitter la piste dans les derniers kilomètres, plus de 30 au total. Ces circonstances expliquaient la grande prudence et les idées novatrices intégrées dans la conception de la voiture. Malgré cette défaite, Enzo resta convaincu de l'avenir et qualifia cet événement de « quote, 19, porteur ». 2 semaines après cette défaite, il réussit à obtenir sa première victoire, certes un peu malheureuse, dans une grande course à Rome, le Grand Prix, qui devint son point de départ. Et dès le mois suivant, grâce à de bonnes performances et à la maîtrise de son pilote, il parvint à remporter 2 autres courses, et à la fin de 1947, son équipe totalisa 16 victoires sur 14 courses. Cependant, les calculs d'Enzo montraient qu'il lui fallait assurer une source de revenus constante et digne de confiance pour continuer à se consacrer au sport automobile à un haut niveau. Comme les courses impliquaient des coûts énormes, il décida de se concentrer sur la fabrication de voitures de sport haut de gamme sous le nom Ferrari, et pour promouvoir cette production en Amérique, il fit appel à son ancien compagnon d'Alfa Romeo, Luigi Kennedy. Ce pas ouvrit de nouveaux horizons et perspectives pour la société, jetant les bases pour que Ferrari devienne, par la suite, l'une des marques les plus célèbres et respectées dans le monde de la compétition automobile. À une époque où l'Europe sortait d'une reconstruction économique post-guerre, instable et très tendue, Enzo Ferrari, homme passionné et visionnaire, comprenait parfaitement la nécessité de renforcer et de développer son entreprise. Pour attirer l'attention sur ses voitures, il lança un jour une campagne active pour promouvoir les Ferrari comme bien plus que de simples moyens de transport. Il leur conférait le statut de véritables objets de luxe, convoités par les collectionneurs et amateurs de style raffiné. Par ailleurs, il commença à participer à des courses américaines prestigieuses, comme la célèbre Quote 0 et les Quote 1. Ces compétitions permettaient non seulement de montrer la vitesse et la maniabilité des voitures Ferrari,
mais aussi de rendre la marque plus connue et respectée aux États-Unis. Ces performances rehaussaient considérablement le prestige de la marque en Amérique, et grâce à elles, Ferrari commença à être prise au sérieux, passant d'une petite entreprise peu connue à un concurrent sérieux sur le plan international. Cependant, parmi toutes les courses auxquelles Enzo participa, il en existait une, les 24 heures de Le Mans, qu'il appréciait particulièrement et qu'il désirait ardemment voir figurer dans son calendrier. Il comprenait que c'était dans cette compétition qu'il pouvait mettre en valeur les véritables qualités des voitures Ferrari et laisser une empreinte durable dans l'histoire de l'automobilisme. Il se tourna donc vers son collaborateur et homme de confiance, John Kenneth, pour lui demander de fournir 2 Ferrari ainsi que 8 mécaniciens prêts à relever ce défi. En lui-même, s'allumait une étincelle d'ambition et de confiance. Il était convaincu que son équipe pourrait préparer dignement les voitures et lutter pour la victoire. Mais il y avait un point qui le surprenait énormément. Enzo refusa catégoriquement, estimant que ses voitures n'étaient pas encore suffisamment prêtes à supporter de telles tensions. Il craignait qu'au cours de cette course, l'équipe Ferrari ne compromette sa réputation. Et plus encore, que cela ne tourne à la catastrophe, affectant négativement la marque. De plus, il redoutait que l'envoi de son équipe officielle dans une telle aventure à haut risque, susceptible d'échouer complètement, n'entraîne des dépenses inutiles et, plus important encore, ne nuise à l'image de l'entreprise aux yeux du public et des clients potentiels. Plutôt que de prendre ce risque, il proposa à Luigi, son fidèle ami et partenaire, que s'il désirait vraiment participer à Le Mans, il pouvait tout à fait se procurer une Ferrari et y prendre part en solo, sans l'appui de l'équipe officielle. Luigi fit ainsi. Dès cette même année, en 1949, il stupéfia tout le monde. Pas seulement parce qu'il décida de concourir avec sa propre Ferrari, mais aussi parce qu'il parvint à décrocher une victoire incroyable, remporter la course. Cet événement devint une véritable percée, car la victoire dans la course de 24 heures de Le Mans fut une reconnaissance flagrante du potentiel de la marque Ferrari et de ses voitures. Après cette victoire, l'entreprise renforça considérablement sa position sur la scène internationale de l'automobile et, au cours des décennies suivantes, dans les années 50, les ventes de Ferrari connurent une croissance rapide et la réputation de la marque atteignit de nouveaux sommets. Les revenus et les bénéfices qu'il en tira permirent à Enzo d'investir de plus en plus dans le développement de son programme de course. Il commença à dominer avec succès diverses compétitions telles que la Mille Miglia, où son équipe triompha pendant plusieurs années consécutives, atteignant des sommets culturels véritables. Par ailleurs, il réussit à remporter des courses prestigieuses, telles que Targa Florio, 24 heures de Spa et à nouveau Le Mans, en 1954 et 1958. Les modèles comme la Ferrari 166M et la 250 Testarossa devinrent instantanément sensationnels. Leur performance en termes de vitesse et d'agilité était remarquable, tout comme leur design extérieur, considéré comme l'un des plus élégants et attrayants sur le marché automobile. Cependant, ces 2 chefs-d'œuvre, tant sur le plan technique qu'esthétique, n'ont pas été réalisés directement en interne dans l'atelier carrosserie de Ferrari. En réalité, leur développement et leur design ne relevaient pas de la responsabilité des ingénieurs et des concepteurs de la société elle-même, mais étaient réalisés par une entreprise extérieure italienne spécialisée dans la fabrication de carrosseries, appelée Pininfarina. En collaborant avec cette société, Enzo Ferrari a constitué ce qu'on appelle un partenariat d'externalisation, afin que celle-ci se charge précisément de la conception pour ses voitures de route, le libérant entièrement des préoccupations techniques et stylistiques. Cette approche lui permettait de concentrer tous ses efforts et ses ressources sur la compétition et les développements sportifs. Grâce à ce partenariat stratégique, Pininfarina est resté pendant de nombreuses années, en fait, plus de 7 décennies, le principal fournisseur de carrosserie pour les voitures Ferrari, créant des modèles légendaires tels que la Ferrari 250 GTO California, la 308 GTS et la F12 Berlinetta. Toutes ces voitures, symboles de perfection technique et de design raffiné, sont devenues indissociables de l'histoire de l'industrie automobile. Avec la popularité croissante de ces voitures,
Enzo n'a pas seulement élargi sa gamme, mais il a aussi strictement contrôlé le nombre de voitures produites. Il respectait le principe que chaque tirage annuel devait être très limité pour ne pas favoriser la production de masse et préserver l'attractivité de l'exclusivité. Cette démarche lui permettait de réduire le délai de mise sur le marché de nouveaux modèles tout en maintenant une forte demande, créant ainsi une impression d'unicité pour chaque propriétaire. Ainsi, il continue encore aujourd'hui à utiliser cette stratégie éprouvée, la production limitée. En réalité, la nature de sa stratégie était profondément personnelle. Enzo n'a jamais été intéressé par la commercialisation de masse de ses voitures. Pour lui, c'était plutôt une façon de vivre et de financer sa passion, la course automobile. Les voitures qu'il créait étaient pour lui plus qu'une simple activité commerciale. Elles incarnent ses rêves personnels, sa passion et sa conviction professionnelle. Malgré ses succès et sa reconnaissance mondiale, Enzo avait une limite très claire et précise. La production automobile ne remplissait pas entièrement son cœur. Il la considérait plutôt comme un moyen auxiliaire pour financer son obsession pour le sport automobile. Dans sa vie, il y avait une personne particulière, son fils Dino, qui souffrait d'une forme rare et très grave de dystrophie musculaire. Cette maladie, une pathologie rare et grave, apparaissant dès l'enfance et progressant très rapidement, surtout à partir de 20 ans, était considérée comme incurable et pratiquement mortelle à l'époque, laissant à peine espérer un miracle. Malgré ces pronostics effrayants, Enzo n'avait pas perdu l'espoir. Il cherchait de toutes ses forces des solutions et des moyens d'aider son fils, prêt à tout pour le sauver ou au moins adoucir ses souffrances. Dino n'était pas seulement un patient, il ressemblait aussi beaucoup à son père à bien des égards. Il était également une personne passionnée et obsessionnelle. Il avait une forte inclination pour l'ingénierie et consacrait beaucoup de temps à l'étude de détails techniques liés aux moteurs et aux machines. Dino participait même à la conception d'une voiture, un moteur V6 de 15 litres, à 65 degrés, qui est devenu plus tard une pièce maîtresse des futures voitures de course Ferrari. Sa contribution unique et son talent en ingénierie se reflétaient dans ce projet, témoignant de son dévouement envers sa famille et sa cause. Malgré la maladie grave et toutes les épreuves, son désir de connaissance et d'innovation ne faiblissait pas. Il continuait à croire et à travailler, en espérant qu'un jour, ses efforts seraient utiles et rendraient le monde meilleur. Malheureusement, Dino n'a pas eu le temps de récolter les fruits de son talent, ni de voir le succès immense de sa création, car en juin 1956, il est tragiquement décédé à l'âge de seulement 24 ans. Sa mort a profondément bouleversé Enzo, qui en a été profondément affecté, et en réalité, il n'a jamais réussi à se remettre complètement de cette perte. Ceux qui le connaissaient bien remarquaient qu'après ce drame, il était devenu un homme nettement différent. Son comportement avait changé, il était devenu plus réservé, émotionnellement distant des autres. En mémoire de son fils, il a commencé à porter des lunettes de soleil presque constamment tout au long de sa vie, et chaque matin, il allait rendre hommage à Dino en déposant des fleurs sur sa tombe pour honorer la mémoire de son fils bien-aimé. Cependant, il faut dire que la mort n'était pas la seule épreuve liée au chemin amer d'Enzo. Dans le monde de la course automobile, où le risque et la tragédie devenaient presque une constante, le destin continuait de mettre à l'épreuve sa force et sa détermination, montrant que dans la quête de la victoire, le prix à payer pouvait être extrêmement élevé. Au milieu des années 40 du XXe siècle, l'équipe Scuderia Ferrari jouissait encore de succès considérables et de la renommée obtenue grâce à sa ténacité et sa maîtrise. Mais des signes de changement apparaissaient déjà à l'horizon. En particulier, ses concurrents, représentés par les nouvelles équipes britanniques Cooper et Lotus, révolutionnaient la Formule 1 en introduisant de nouvelles conceptions avec un moteur central, surpassant ainsi l'ancien schéma classique de moteur avant. À l'époque, alors que la majorité des voitures de course étaient encore équipées de moteurs V de 12 ou 6 cylindres puissants mais dépassés, ces nouvelles monoplaces utilisaient des engins plus compacts et plus maniables. La plupart des équipes ont rapidement compris qu'il fallait revoir leur approche et s'adapter à cette nouvelle tendance, aux moteurs à cylindrée moyenne, qui permettaient de créer des voitures plus rapides et plus faciles à piloter. Cependant, chez Ferrari, un conservatisme et une obstination tenace s'étaient enracinés.
Enzo continuait à penser que la puissance était l'élément principal et était convaincu que ses pilotes pourraient compenser la différence de vitesse par leur maîtrise et leur courage au volant. Mais c'est précisément cette foi dans ses propres forces qui devint le prix que payèrent ses pilotes, avec des conséquences très graves. La pression sur les pilotes augmentait sans cesse, malgré des solutions techniques dépassées, ce qui conduisait à une imprudence toujours plus grande. En conséquence, de nombreux accidents mortels se produisirent, dont l'un fut particulièrement tragique. La catastrophe la plus terrible eut lieu lors du grand marathon Mille Miglia, une course se déroulant sur les routes publiques d'Italie d'une longueur de 1000 miles. À ce moment fatidique, conduisait un célèbre aristocrate espagnol et noble lord nommé Alfonso de Portago. Il pilotait une Ferrari 335S, atteignant une vitesse de plus de 150 miles à l'heure. Lors d'un instant, lors d'une explosion soudaine du pneu, un carambolage massif se produisit. Un crash catastrophique, provoqué par une perte de contrôle, coûta la vie à Alfonso lui-même, à son second pilote, ainsi qu'à 9 spectateurs, dont 5 enfants. Ce drame bouleversa non seulement le sport automobile, mais toute l'Italie, incitant les autorités à porter des accusations au titre de 11 chefs d'accusation, 9 concernant l'homicide par négligence et 2 liés à l'organisation de courses dangereuses. L'année suivante, en 1958, 2 jeunes pilotes prometteurs, Luigi G. Musso et Peter Collins, perdirent la vie lors d'une course de Formule 1. Ces événements tragiques changèrent définitivement la donne. Un flux négatif et des reproches s'abattirent sur le pays, et une vague d'anti-publicité contre le sport automobile se manifesta dans la société, notamment contre l'idée de compétition à grande vitesse, où les risques atteignaient souvent des issues fatales. À cette époque, Enzo Escarsi devint l'une des personnes les plus détestées en Italie. Le peuple l'accusait, lui, qui en se déclarant homme ayant élevé le pays sur la scène mondiale du sport automobile, tout en étant blâmé pour son indifférence envers la vie des pilotes et des spectateurs. Même l'Église intervint dans ces débats, condamnant publiquement les actions du constructeur de succès et l'appelant à la responsabilité. Dans les cercles sacrés, on fit une analogie avec le dieu romain Saturne, une créature légendaire connue pour sa cruauté, même pour dévorer ses propres enfants afin de conserver son pouvoir et sa force. L'influence de l'Église et de l'opinion publique devint si forte qu'on envisagea l'interdiction totale du sport automobile en Italie, une décision susceptible de priver des millions de fans de divertissement et de passion sincère. Les gens étaient perplexes et indignés, car un sport qui avait glorifié l'Italie pendant des siècles pouvait soudain disparaître, emportant avec lui l'espoir de nouvelles victoires et réalisations. Pourtant, une solution fut finalement trouvée, et elle vint directement de Ferrari elle-même. C'était Enzo Ferrari qui, malgré tout, avec l'aide de son équipe d'avocats, prépara une défense solide. Ils rassemblèrent toutes les preuves convaincantes et les arguments, et après une enquête approfondie, il devint clair que la cause principale de la catastrophe ne résidait pas dans la négligence de l'équipe ou des pilotes, mais dans l'absence de règles de sécurité strictes et dans une infrastructure inadéquate qui prédominait sur la majorité des circuits à cette époque. À cette période, les voitures rivalisaient encore sur des rues étroites, souvent vastes, sans qu'il soit obligatoire de porter des ceintures de sécurité, sans barrières de protection et avec un contrôle technique insuffisant des routes. De nombreuses équipes avaient à plusieurs reprises protesté auprès des organisateurs pour la nécessité d'introduire de nouvelles normes de sécurité, mais leurs demandes étaient quasiment ignorées. À l'époque, les circuits n'étaient pas conçus pour de telles vitesses, et les exigences en matière de sécurité technique étaient très faibles, ce qui rendait les courses beaucoup plus dangereuses qu'aujourd'hui. Cette période peut être qualifiée sans hésiter d'ère où le danger faisait partie du contexte général de la course automobile, et où les tragédies survenaient de plus en plus fréquemment, entraînant des pertes irremplaçables. Finalement, l'équipe de course Ferrari fit valoir ses arguments, et les représentants de l'Église rétablit la justice envers Enzo. En janvier 2000, le juge rendit sa décision définitive, satisfaisant toutes les accusations portées contre lui, et levant complètement toute prétention juridique contre Ferrari. Malgré de longues et éprouvantes procédures judiciaires, la perte de pilotes clés et les coûts croissants de développement et de fabrication des voitures de course, l'équipe d'Enzo parvint à rattraper ses rivaux et remporta des victoires majeures lors de la saison,
devenant championne à l'issue des championnats de Formule 1 et de voitures de sport mondiales en 1961. Cependant, pour atteindre ces succès, ils avaient épuisé toutes leurs ressources, tant matérielles qu'humaines. La vente de voitures de série ne pouvait plus assurer un revenu suffisant pour soutenir les programmes de course. La situation financière de l'entreprise devint critique et elle fut au bord de la faillite. C'est dans ce contexte que Ford décida de rendre visite à Ferrari. Bien que les voitures Ferrari soient réputées pour être fabriquées à la main à partir de matériaux d'élite, leur production nécessitait d'importants investissements. Tout au long de l'histoire, Enzo les vendait avec une forte marge, mais une grande partie des acheteurs acquéraient ces voitures à crédit, ce qui transformait le retour rapide sur investissement en une tâche longue et complexe. Ce détail devenait un problème sérieux pour la société. La hausse constante des coûts de course obligeait Ferrari à réduire sa participation à certaines compétitions pour assurer sa survie financière. En 1963, Ford fit une proposition alléchante. Pour 18 millions de dollars, la société devait renoncer à 70% de sa production de voitures de série et à 10% de sa division de course. Enzo, dont la production annuelle se limitait à environ 500 voitures, accepta, mais à une condition essentielle. Il conserverait le contrôle total de l'équipe Scuderia Ferrari. Cependant, peu de temps avant la signature de l'accord, il découvrit une clause cachée dans le contrat. Il s'avéra qu'il devait obtenir l'autorisation de Ford pour dépenser plus de 45 millions de dollars, ce qui équivaudrait aujourd'hui à environ 8 millions de dollars. Et cela était inacceptable pour Enzo. En rage, il jura et insulta tous les dirigeants de Ford dans un mélange d'italien et d'anglais. Il dénonça violemment la société, ses avantages, ainsi que le PDG, Henry Ford II, ce qui laissa même les Américains présents dans la salle stupéfaits. À présent, humiliés et obligés de réfréner leur colère, les représentants de Ford étaient résolument déterminés à se venger. Leur mission devint claire: créer la meilleure voiture de course, avec les ingénieurs les plus talentueux et les meilleurs pilotes, afin de reconquérir la piste et de battre Ferrari lors de l'une des courses automobiles les plus prestigieuses et célèbres au monde, les 24 heures du Mans. À cette époque, l'équipe d'Enzo régna depuis des années sur cette course et était déterminée à gagner à nouveau. Profitant de cette situation, Ford commença sans tarder à attirer des ingénieurs talentueux et à investir des milliards. En peu de temps, plus de 25 millions de dollars furent dépensés pour la conception et la fabrication d'une voiture capable de détruire la concurrente. Le résultat fut l'automobile Ford GT40, une machine élancée, puissante et agressive, équipée d'un moteur V8 cylindres capable de dépasser les 264 km/h. Cependant, au début, la voiture eut un problème majeur: la fiabilité. Aucune des voitures Ford participèrent aux 24 heures du Mans en 1964 et 1965 ne parvint à atteindre la fin de la course. Toute l'équipe subit des échecs répétés, dus à de graves pannes mécaniques. Après avoir examiné tout ce qui s'était passé, il était évident que les regards extérieurs ressemblaient plutôt à une scène honteuse pour une entreprise qui ne faisait que débuter dans la compétition automobile de haut niveau. Ce qui agaçait particulièrement, c'était qu'à cette époque, en observant les résultats finaux, Ferrari remportait avec assurance les deux courses. Mais après de nombreuses améliorations et modifications, en 1966, la GT40 connut enfin un saut décisif. La voiture non seulement devança Ferrari, mais domina totalement la piste, remportant des victoires écrasantes avec les scores 1, 2 et 3, terminant la course avec le record historique de 13 positions de tête sur différentes manches. Au cours des 3 années suivantes, Ford continua à remporter des victoires aux 24 heures du Mans, ainsi que dans plusieurs autres courses internationales majeures, ce qui fit du GT40 l'une des voitures les plus réussies et les plus célèbres dans l'histoire des courses d'endurance. D'autre part, l'histoire de Ferrari montre que la victoire en compétition n'était pas toujours assurée rapidement et facilement, car par exemple, sur le légendaire circuit du Mans, après 6 décennies, l'équipe Ferrari se retrouva à nouveau sans victoire. Beaucoup de choses avaient changé d'ici là. Le fondateur de la société, le légendaire Enzo Ferrari, était déjà très âgé. À l'âge de 70 ans,
son santé s'était considérablement détériorée et il faisait face à de graves problèmes rénaux. Cela l'avait contraint à se détourner de ses activités actives et à consacrer plus de temps à ses soins et à sa récupération. En plus de son âge avancé, la situation financière de l'entreprise commençait à rencontrer de sérieuses difficultés, ce qui obligea le célèbre aventurier et ingénieur à prendre une décision difficile: céder une partie de ses parts pour assurer la survie et le développement futur de Ferrari après son départ. Ainsi, en 1960, la société Ferrari, dirigée par Scuderia Ferrari, vendit exactement la moitié de ses actions au plus grand constructeur automobile italien, Fiat, à condition que Enzo lui-même conserve une influence inégalée sur la gestion de l'équipe de course. Au fil du temps, la part de Fiat augmenta jusqu'à 70%, ce qui permit de renforcer considérablement la production de voitures de route sous la marque Ferrari et de stabiliser la situation financière de l'entreprise, donnant enfin à Enzo la possibilité de réduire la charge de travail et de couvrir les dépenses liées aux compétitions. Et bien que la compétition en course devenait de plus en plus féroce et que de nouvelles innovations aérodynamiques soient introduites à grande vitesse, Enzo lui-même réagissait de moins en moins rapidement à ces changements. Son équipe tarda longtemps à remporter le championnat de Formule 1, car il n'arrivait pas à adapter ses voitures aux nouvelles normes techniques et aux nouvelles conceptions. Mais malgré les difficultés sur la piste, un nouveau protagoniste important fit son apparition, capable non seulement de ramener Ferrari à la victoire, mais aussi de transformer fondamentalement toute l'entreprise, en établissant les bases de son visage actuel. En 1974, Enzo prit une décision audacieuse: nommer comme chef d'équipe un jeune assistant talentueux de seulement 26 ans, Luca de Montezemolo, qui travaillait avec lui depuis quelque temps et connaissait bien la stratégie interne de la société. Ce jeune comprit immédiatement que le style de gestion d'Enzo était trop autoritaire et provoquait souvent des tensions au sein du personnel, ce qui entraînait un manque de direction claire et d'objectifs précis. Ainsi, Luca Scuderia Ferrari décida de restructurer entièrement l'équipe, de recruter de nouveaux spécialistes qualifiés, parmi lesquels se distinguait le pilote autrichien Niki Lauda, et de travailler étroitement avec le chef ingénieur Mauro Forghieri. Grâce à des efforts conjoints, un nouveau type de voiture de course est né, la série 312T, qui, grâce à sa conception révolutionnaire, a marqué une véritable avancée. La principale innovation résidait dans l'installation d'un système de boîte transverse placé devant l'essieu arrière, ce qui améliorait considérablement la maniabilité, la stabilité et la dynamique des voitures grâce à une répartition du poids bien meilleure. Associés à un puissant moteur Boxer V12, ces monoplaces sont à nouveau devenus de sérieux concurrents sur la piste. Les ingénieurs de la série 312T ont remporté 27 grands prix, décrochant 4 titres de champion constructeur et 3 de champion du monde chez les pilotes, faisant de ce projet l'un des plus réussis et mémorables dans l'histoire de la Formule 1. Il était évident que le leadership de Luca de Montezemolo avait joué un rôle déterminant dans ses succès de Ferrari, mais son passage dans l'entreprise fut de courte durée. En 1977, il quitta l'équipe pour poursuivre sa carrière dans d'autres structures de la même société Fiat. Après le départ de cet homme brillant, l'époque des années 80 devint particulièrement difficile et éprouvante pour Ferrari. Pendant cette période, des équipes telles que McLaren et Williams dominaient, remportant la majorité des victoires, tandis que la société elle-même était confrontée à de graves problèmes économiques, notamment à cause de la récession mondiale et de la concurrence croissante des autres constructeurs de voitures de luxe. Par ailleurs, le vieillissement et la dégradation de la santé d'Enzo lui-même réduisaient notablement sa capacité de travail et son énergie, même s'il continuait à œuvrer activement, espérant ramener Ferrari au sommet de la compétition. Malheureusement, vers l'an 2000, son état s'était tellement détérioré qu'il dut passer presque tout son temps au lit. Quelques semaines plus tard, dans sa ville natale de Modène, en Toscane, il s'éteignit à l'âge de 90 ans. Après sa mort, la direction de l'entreprise fut confiée à son deuxième et unique fils vivant, Piero, qui était issu d'un amour secret et difficile avec Enzo, né durant la Seconde Guerre mondiale. Bien que Piero ait hérité d'une participation de 10% dans la société, il n'a jamais manifesté d'intérêt pour occuper un poste de direction chez Ferrari,
estimant qu'il serait impossible de reproduire à la fois la trace exceptionnelle et unique laissée par son père, quoi qu'il en coûte. Animé de doutes profonds et d'un sentiment sincère d'impossibilité de suivre ou de surpasser ses exploits, il préférait rester dans l'ombre, jouant un rôle plutôt auxiliaire que dirigeant. Dans le même temps, Ferrari continuait de faire face à des difficultés. Sa situation financière se détériorait, et la dette ne cessait de croître, enfonçant le géant automobile plus profondément dans une crise financière majeure. La seule lueur dans ce tableau sombre était la détermination à ramener ceux qui avaient autrefois sauvé l'entreprise de la faillite à la tête de Ferrari. Ce n'est qu'en 1991 que la direction a décidé de prendre une mesure audacieuse et stratégique, faire à nouveau appel à une personne qui, autrefois, avait joué un rôle de sauveur pour l'entreprise. Cette fois, sous le nom de président du conseil d'administration et de PDG, se trouvait Luca de Montezemolo. Grâce à ses qualités de leader, à une politique stratégique claire et à d'importants investissements, l'entreprise a entamé une voie de renouvellement et de renaissance. En particulier, une implication active dans le développement d'une nouvelle gamme de voitures de sport, destinée à redonner au prestige de la marque, est devenue visible. Il est important de noter que Luca a invité à travailler des spécialistes clés, capables de ramener l'équipe au sommet de la Formule 1. Et c'est précisément grâce à leurs efforts qu'après plusieurs années, Ferrari a retrouvé un succès stable en course. Un des moments forts de cette période fut le triomphe du légendaire pilote Michael Schumacher, qui, pendant 5 années consécutives, de 2000 à 2004, a remporté le titre de champion du monde en championnat individuel de Formule 1. Grâce aux efforts de Luca de Montezemolo, la marque ne s'est pas limitée aux exploits sportifs. Elle a franchi un cap, élargissant ses activités au-delà de la course. Dans le cadre d'une stratégie de licence, diverses marchandises furent produites, du merchandising, des vêtements, des accessoires et des objets de luxe, ce qui a conduit à une augmentation significative des revenus et à une reconnaissance accrue de la marque sur le marché mondial. C'est sous la direction de Luca que l'entreprise a pu sortir de la crise de la dette, se transformant d'une société déficitaire en un fabricant rentable de voitures de sport haut de gamme. Ce résultat exceptionnel fut rendu possible grâce à ses efforts continus et à sa politique visionnaire. Cependant, malgré les succès, des désaccords internes concernant la gestion et la prise de décision ont commencé à nuire à ses activités. De plus en plus, ses projets externes et ses activités hors des fonctions traditionnelles de l'entreprise furent critiqués. Finalement, en 2014, Luca fut contraint de quitter son poste, et son départ fut un événement marquant dans l'histoire de la société. Toutefois, malgré cela, Ferrari continua à se développer et à augmenter ses ventes. En fin de compte, en 2016, l'entreprise fut séparée du groupe mère Fiat, obtenant le statut de société anonyme indépendante. Cette réorganisation stratégique lui permit de devenir l'une des marques les plus précieuses au monde. Ces dernières années, la capitalisation boursière du groupe a dépassé les 80 milliards de dollars, ce qui témoigne du succès continu et de la popularité croissante. Aujourd'hui, Ferrari étend activement ses positions sur les marchés de la mode et du luxe, tout en restant fidèle à sa vocation principale, la course automobile. En particulier, l'entreprise reste la plus ancienne et la plus performante équipe de Formule 1 de l'histoire du championnat du Grand Prix. Ce statut témoigne brillamment du fait que les principes et la passion, lancés par les fondateurs de la marque, vivent et continuent de se développer. Tout cela résulte d'un travail acharné, de vision, et sans aucun doute de la force du caractère de celui qui a refusé d'accepter la défaite et a lutté pour son rêve jusqu'à la dernière occasion. Sa persévérance, sa confiance en lui et sa passion pour la perfection ont fait du nom Ferrari une légende intemporelle. Merci de votre attention à cette histoire. Si vous l'avez appréciée, vous pouvez approfondir davantage les thèmes liés à l'histoire de cette incarnation des lignes de départ et des courses. Je vous souhaite le meilleur et à bientôt!